Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Inondation en métropole, sécheresse en Martinique. L'île est en état d'alerte renforcée. Les habitants font face aux coupures d'eau et les services de santé sont très perturbés là-bas. Certains soins ne fonctionnent plus. La situation devient alarmante. Nous y reviendrons avec notre partenaire via ATV sur place. Monaco s'engage pour la protection des océans. Lors du Monaco Ocean Week, la principauté consacrait une journée spéciale au yachting. Des entrepreneurs et des explorateurs comme Mike Horn et Bertrand Piccard étaient sur place. Ils nous dévoileront leurs solutions pour une mer plus propre. Nous nous rentrons sur place avec ce reportage de Christophe Rigaud. Le compte à rebours est lancé pour les élections européennes. Pour l'occasion, le mouvement éthique animait un grand débat autour de l'avenir des entreprises. L'immigration, la monnaie unique, le pacte vert, nos fleurons sont confrontés à des défis de taille. Nous avons interrogé la présidente du mouvement, Sophie de Menton. Et puis, ce sont des dessins d'enfants du monde entier. Cet institut, dans l'Aube, nous a ouvert ses portes pour observer le talent des plus jeunes. L'an dernier, l'exposition était un grand succès. L'opération est reconduite. Nous y reviendrons en fin de journal. Je vous l'annonçais, la Martinique est en état d'alerte renforcée. Sur l'île, la sécheresse persiste. La situation se dégrade jour après jour et les habitants font face aux coupures d'eau et à de nouvelles restrictions. Dans cette clinique à Fort-de-France, le service néphrologie de dialyse est perturbé. Certains soins ne fonctionnent plus. Loïc Régis s'est rendu sur place avec Via TV. Regardez. Des réserves au plus bas dans le local technique permettant le traitement de l'eau pour les dialyses. Les difficultés d'approvisionnement perturbent le fonctionnement du service. Ce matin, avec la rupture d'alimentation, il a même dû être interrompu. Ici, 140 patients sont traités par semaine. L'eau est vitale pour leur prise en charge. Sans fatalisme, c'est une question de vie ou de mort, comme le rappelle la responsable du service. Une séance de dialyse, c'est 3 fois 4 heures par semaine. Donc c'est lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi pour les autres patients. À partir du moment où ils n'ont pas cette séance de dialyse, en fait, ils sont assez rapidement en danger de mort parce qu'il y a des déchets qui s'accumulent dans leur organisme qu'ils n'éliminent plus puisqu'ils ont des reins complètement défaillants et qu'ils ont besoin de cette séance de dialyse. Donc il y a un danger, un vrai danger de mort. Les difficultés sont observées dans plusieurs quartiers de Fort-de-France. Ici, à Ravenne-Vilaine, certains habitants pointent du doigt l'état des infrastructures. Constituer des réserves fait partie de leur quotidien. Il y a des restrictions. Nous, on en a déjà même en période de carême. Donc, ça veut dire qu'il faudra encore faire plus de prévisions. Il y a plein de captages qu'il faudrait revoir, il y a plein de tuyaux qui sont abîmés, j'en conviens qu'il faut refaire le réseau qui est vieillot. Mais d'un autre côté, je me dis aussi qu'il faut quand même respecter les administrés qui payent des factures d'eau et à qui on doit cette mission de service public est obligatoire. Du côté du producteur SME, le discours se veut rassurant. La ressource est en diminution certes, mais la situation serait encore sous contrôle. Les points de ressources, en particulier ceux du Nord, la ressource est tendue. Mais aujourd'hui, nous arrivons malgré tout à alimenter tous nos abonnés du secteur. Je conseillerais aux gens de ne pas se précipiter pour faire des réserves, mais de faire un usage très, je veux dire, restrictif de l'eau, c'est-à-dire ne pas gaspiller. L'amélioration ne viendra pas de sitôt du ciel. Très peu d'averses sont prévues dans les prochains jours. Je vous le disais dans les titres, chaque année, la Principauté consacre une semaine aux océans et à leur protection. Pour sa 7e édition, une journée était consacrée au yachting. Des start-up étaient invités pour présenter des solutions innovantes, mais aussi des explorateurs de renom, comme Mike Horn, venu parler des énergies du futur. Un reportage signé Christophe Rigaud à Monte-Carlo. Protéger les océans est un engagement historique de la Principauté de Monaco. Pour la 7e année, la Fondation Prince Albert II, l'Institut océanographique, le Centre scientifique et le Yacht Club ont organisé la Monaco Ocean Week. Une semaine entièrement dédiée à la préservation des océans. Cette année, l'industrie du yachting était à l'honneur, afin de l'intégrer davantage aux enjeux environnementaux de la planète. Protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030, aboutir à un traité plastique, aboutir à la neutralité carbone en 2050. On a cruellement besoin du secteur privé. On a besoin d'approches innovantes, que ce soit dans la manière de penser les problèmes, mais aussi d'un point de vue technologique. Une quarantaine de start-up ont présenté leurs dernières innovations.
pour favoriser des solutions durables sur les bateaux, notamment grâce à de nouveaux matériaux. Pour mieux comprendre les défis écologiques de demain, le New York Explorer Club était également invité avec les plus grands explorateurs de la planète. Ce sont des gens qui nous permettent de mieux connaître la planète, qui nous apportent leur expérience, qui nous apportent leur savoir et des reportages un peu de partout dans le monde. Et si on connaît mieux la planète, ce sera plus facile de la protéger. Ce sont des gens qui ont la passion des océans, ce sont des gens qui protègent les océans, ce sont des gens qui mettent bien souvent leur bateau à la disposition de la science pour apporter leur contribution à ce changement climatique. Présent à Monaco, le célèbre explorateur Mike Horn, très sensible à la préservation de la planète. La durabilité, pour moi, est vraiment la première priorité à chaque bateau qui part en mer. Ça veut dire que nous, dernièrement, on a développé la technologie de l'hydrogène comme un fournisseur de l'électricité sur un bateau où tu n'as que des vapeurs qui sortent et tu n'as plus besoin en fait du moteur combustible en fait sur les bateaux. Cette année, à Monaco, 5 armateurs ont été récompensés pour leurs engagements en faveur de la préservation de l'environnement marin. La protection des océans se fait aussi sur le littoral aquitain. Dans cette plage proche de Bordeaux, près de 200 personnes ont participé à une grande collecte de déchets organisée par une ONG. L'objectif est veiller le grand public à la pollution des océans et aux conséquences sur l'environnement. Un reportage signé Juliette Huard pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. Pendant que certains profitent du beau temps pour surfer au Porge-Océan, d'autres ramassent les déchets abandonnés sur la plage. Plus d'une centaine de personnes ont participé à cette collecte de déchets encadrée par l'association de protection de l'océan Surfrider. Petits et grands se sont pris au jeu, trouvant des déchets en tout genre, comme cette botte en plastique. Alors je l'ai trouvé avec plein d'autres objets, mais je l'ai trouvé dans une carcasse de bateau et franchement elle sent vraiment pas bon. Plein de petits morceaux de plastique et notamment ce qu'on appelle des larmes de sirène. Voilà, c'est des petites billes de plastique et il y en a partout, partout. Du plastique à n'en plus finir. 35 000 granulés de plastique industriel, plus de 2500 bouchons de plastique ou encore 1460 cotons-tiges ont été retrouvés à l'issue de la collecte. Un constat alarmant qui ne manque pas d'impressionner Laetitia qui participe pour la première fois à une initiative Océane. C'est fou la quantité de déchets qu'on peut trouver. Je me rendais pas compte, enfin, je savais que le plastique c'était un problème, je savais que les déchets c'est un problème, mais là de le voir en fait de ses yeux, c'est vraiment ah ouais. Et on est quoi, on est une centaine sur cette plage et on se rend compte qu'en fait ça suffira jamais en une journée pour tout nettoyer quoi. Grâce à ces collectes de déchets organisées chaque année entre avril et décembre, les bénévoles de Surfrider mènent des actions auprès du Parlement européen dans le but de faire évoluer les lois. Déjà l'idée c'est de trouver un petit coin, vous pouvez vous installer. Les larmes de sirène ou les pellets comme on les appelle, qui sont des granulés de plastique industriels. Et ça, il y a des containers qui sont perdus en mer et ça crée des pollutions ensuite. Donc Surfrider milite pour que la loi pollueur-payeur s'applique et que les industriels qui perdent ces containers soient pénalisés et payent pour la réparation parce qu'on en retrouve partout aujourd'hui. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques terminent dans les océans. Pour rappel, un sac en plastique met entre 100 et 400 ans à se décomposer. Et puis la réforme du choc des savoirs continue de secouer le monde de l'éducation. Annoncée par le Premier ministre Gabriel Attal, cette mesure suscite la colère des enseignants. Les syndicats ont appelé à une mobilisation nationale. Dans ce collège, vous allez le voir à Brest, les professeurs montrent leur soutien au mouvement de contestation à travers une rétention des notes. Un reportage de notre partenaire sur place, TBO, et notre partenaire TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme. Regardez. Mettre plus de temps pour corriger ses copies alors que cette enseignante ne met plus de notes. Pour protester contre la réforme choc des savoirs, les 2/3 des professeurs de son établissement ne notent plus les élèves. On a décidé de ne plus donner les notes aux élèves, de ne plus faire les remontées administratives. On mettra juste une observation que l'élève sache quand même se situer. L'évaluation, c'est une obligation de service, donc on continue à évaluer les élèves. L'idée, c'est d'interpeller en fait déjà les élèves eux-mêmes. On leur a parlé de la réforme du choc des savoirs et des conséquences que ça allait avoir pour eux, des peurs que ça suscitait chez nous. Et d'interpeller les parents
parce qu'ils vont voir qu'il n'y a aucune note qui est donnée à leurs enfants. Une nouvelle forme de mobilisation locale qui s'ancre en soutien des grèves nationales contre cette nouvelle réforme. C'est une réforme qui va faire beaucoup de mal dans les établissements. On est en éducation prioritaire, nous, au Collège La Fontaine-Margot. Et donc nous avons des enfants qui sont très contents en fait d'être dans une mixité sociale quand même, parce que malgré l'éducation prioritaire, on a une petite mixité. Et on aimerait la conserver dans nos classes en fait, parce que les groupes de niveau, ça va détruire tout ça. Les enseignants du collège La Fontaine-Margot espèrent être suivis par d'autres professeurs et prévoient déjà de nouvelles autres formes de contestation. Une visite sous le signe du logement social. La secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache était en déplacement à Berre-l'Étang dans le cadre d'une grande opération de relogement dans le cadre de Marseille en grand, le plan d'urbanisme porté par le président de la République. L'occasion de visiter un atelier de fabrication qui transforme des conteneurs en logements temporaires. Un reportage signé Rudy Dayan pour notre partenaire La Provence sur place. Et si ces conteneurs à la retraite étaient la solution parfaite de transition quand il s'agit de reloger des personnes? C'est en tout cas ce que semble penser la secrétaire d'État déléguée à la ville. Ces structures ont l'avantage d'être peu coûteuses et de pouvoir se transporter à proximité du lieu de vie initial des personnes à reloger. Je crois, sur la rénovation urbaine, que nous avons un problème majeur. C'est comment est-ce qu'on fait des opérations à tiroir, les fameuses opérations de tiroir. Comment on les fait? Alors, est-ce qu'on continue à admettre qu'on continue à décaler les travaux en disant on ne sait pas où mettre les gens, il n'y a pas assez de permis de construire, les gens ne veulent pas quitter leur quartier? Moi, je crois très sincèrement que le relogement in situ, temporaire, c'est-à-dire le temps qu'on puisse rénover les logements ou détruire les bars, parce qu'il y a la rénovation des immeubles, mais aussi la destruction et reconstruction. Je crois profondément en cet outil. C'est un outil, je le répète encore, temporaire, parce que les gens ne veulent pas quitter leur quartier. Les enfants sont à l'école, ils ont leur transport en commun, ils ont leur réseau, ils ont leur vie sociale. On ne peut pas passer notre temps à vouloir déraciner tout le monde tout le temps. Une solution temporaire qui pourrait être utile dans le cadre du projet Marseille en grand. Cela pourrait résoudre le problème de l'accueil des écoliers pendant le chantier titanesque qui attend la ville dans la rénovation de ces écoles. Il y a tout un process. Le premier process, c'est qu'on va prendre des containers qui sont des containers d'occasion, c'est-à-dire qui ont déjà navigué une quinzaine d'années sur les mers entières et puis qui arrivent en fin de vie en tant que navigateurs. Et donc ces containers qui sont en fin de vie pourraient être un déchet, mais nous on redonne vie à ce déchet en le transformant en logement très confortable, et on va le proposer pour le secteur du social ou pour en faire aussi des équipements tertiaires type des écoles. Seul bémol, l'aspect parfois peu esthétique de ces structures, bien que temporaires. Une étude est d'ailleurs en cours pour trouver une solution afin d'intégrer au mieux ces logements d'un nouveau genre dans la ville. Et puis nous recevions ce jeudi l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, dans notre émission politique Face au territoire sur TV5 Monde, avec Ouest France, Nice Matin, France Antilles, le magazine Le Point, 20 minutes et le magazine Géostratégie. Je vous propose de l'écouter, c'était donc sur TV5 Monde. Si Raphaël Glucksmann réussit son parcours aux européennes, il ne devient pas incontournable dans cette route-là vers la présidentielle? Raphaël Glucksmann, on ne l'a pas vu pendant 5 ans. Il a été élu est-ce que les gens savent qu'il a été élu en 2019? Vous l'avez vu pendant 5 ans venir rendre des comptes sur son mandat, parce que ce sont des électeurs nationaux. Vous l'avez vu auprès des mouvements sociaux? On ne l'a pas vu. Donc là, il ressurgit pour retrouver sa place au Parlement européen. Donc il refait le tour de la France. Mais il était où pendant 5 ans? Il était là aux côtés même du mouvement agricole. Il était là au moment des luttes pour contre la réforme des retraites. Alors comment il a émergé dans le débat? Comment a-t-il émergé? Parce qu'il a été choisi par l'appareil du PS. Le PS est le seul parti qui n'a pas fait de primaire pour la tête de liste aux élections européennes. Ils viennent donner des leçons de démocratie. Mais ça tient pas la route, ça. Une Ségolène Royal très en forme ce matin. J'ai la parole libre. Merci Ségolène Royal d'avoir été l'invitée de Face au territoire. Raphaël Glucksmann sera à votre place dans 15 jours sur ce plateau. Je me demande pourquoi il n'est pas venu. Enfin, elle va dire je vais travailler au niveau européen. Ben heureusement, il était payé pour travailler au niveau européen, heureusement. Mais quand on est élu dans un pays, on vient rendre des comptes et on est aux côtés des mouvements sociaux. On ne découvre pas la justice sociale au moment de la... On reprendra cet extrait et on y passera. Vous êtes d'accord? Des élections, voilà.
Et puis les élections européennes approchent à grands pas. Pour l'occasion, le mouvement éthique organisait un grand débat autour de l'avenir des entreprises au sein de l'Union européenne. La table ronde était animée par la présidente du mouvement, Sophie de Menton, et le directeur de la publication d'Économie Matin, Jean-Baptiste Giraud. Comment préserver la compétitivité et l'unité de l'Europe? C'était la question posée à plusieurs candidats et têtes de liste présents lors de ce débat. Politique migratoire, monnaie unique, pacte vert, les enjeux sont nombreux. Sur place, nous avons interrogé Sophie de Menton sur le parti pris des entreprises dans la vie politique. Je vous propose de l'écouter. Vous savez ce que je ressens? C'est une vague de bon sens. Et pardon de dire ça parce que ça paraît basique. Les chefs d'entreprise, ils se précipitent vers ceux qui ont du bon sens. Donc, je vous laisse décider ceux qui répondent avec bon sens. Et puis nos artisans étaient mis à l'honneur lors des journées européennes des métiers d'art. À Sarrebourg, en Moselle, des artisans locaux ont pu présenter leur savoir-faire loin de leurs ateliers. Ils ont aussi échangé avec les visiteurs et proposé des démonstrations en temps réel. Une aubaine pour vendre quelques pièces lors de ce rendez-vous incontournable. Un reportage de notre partenaire Moselle TV sur place. Ces violons sont connus dans le monde entier. Et pourtant, ces journées européennes des métiers d'art sont une belle vitrine pour Eliakim. J'ébauche la table de l'instrument avec une gouge à ébaucher, une grosse gouge. Artisanale pure et dure. Artisanale, traditionnelle, que j'ai appris à Mirecourt. Voilà, c'est comme ça qu'on dégrossit la forme extérieure de l'instrument. L'occasion de sortir de son atelier, de parler de sa passion et de laisser parfois place à la relève. Ça peut prendre beaucoup de temps, je pense. À la fin, ça peut être très joli. Sur cet autre stand, mieux valait laisser le sculpteur manier le chalumeau. Je suis en train de patiner une sculpture en bronze avec différents acides pour obtenir des couleurs différentes. Là c'est une base de nitrate de cuivre pour avoir une couleur verte. Et après, elle va être patinée bleue avec des rehausses de rouge. Une transformation unique à proximité de ces futurs verriers du lycée professionnel Dominique Labroise, utilisant la gravure sur verre, entre autres. Cette technique s'appelle comment? Le verre au chalumeau. C'est le fait de travailler avec des baguettes de verre, des tubes aussi on peut. Plus loin, une décoratrice céramiste débute une nouvelle création sous l'œil admiratif d'un public friand d'art manuel. J'aime la beauté. Et j'aime créer et je fais pas mal de petits trucs à ma façon. C'est aussi le gestuel et imaginer après ce que ça va donner. Une découverte côté visiteur, mais une routine bien installée pour nos artisans qui connaissent chaque geste, chaque technique sur le bout des doigts. Le tout dans le cadre idyllique et musical du couvent Saint-Ulrich, bien loin de l'intimité des ateliers. C'est important de promouvoir les métiers d'art. C'est une richesse, notamment en France. En Moselle, nous sommes pratiquement les seuls à faire un collectif. D'habitude, c'est l'artisan d'art qui ouvre son atelier et qui accueille le public. Nous voulons vraiment étendre un peu cette manifestation plus largement. Une troisième édition prometteuse dans le sud mosellan qui devrait accueillir jusqu'à 2000 personnes et faire rayonner un peu plus le savoir-faire local. Après le succès du marathon de Paris, c'est bientôt le marathon de Genève. Chaque année, l'épreuve gagne en popularité et cette année 2024 s'annonce très historique avec un record de participation. Les organisateurs et l'Office du tourisme du pays de Gex ont signé un partenariat pour redéfinir le paysage de la course. Un reportage signé Sébastien Germain pour notre partenaire sur place, 8 Mont-Blanc. C'est une barre ô combien symbolique qui va donc être battue les 4 et 5 mai prochains. Pour sa 18e édition, le marathon de Genève va dépasser les 20 000 participants inscrits sur les différentes courses prévues sur les 2 jours de compétition. On était à un peu plus de 18 500 en 2023 et cette année on va être obligé de mettre en place des quotas, donc on va fermer à peu près 21 700 et si on avait laissé ouvert, je pense qu'on aurait fini vers 24-25 000, mais on préfère grandir sereinement, donc déjà prendre 3000 participants de plus, ça sera bien, puis on verra pour l'avenir. Les grandes lignes de cette cuvée 2024 record est donc très attendue, ont été présentées il y a quelques jours à Crozet dans le pays de Gex. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisque la célèbre course à pied et l'office de tourisme local ont scellé leur collaboration en officialisant un partenariat pour une durée de 3 ans. Pour le pays de Gex, cet accord de coopération est une véritable opportunité de développement pour ce territoire frontalier qui allie parfaitement tourisme et sport. On est naturellement très proches les uns des autres et l'enjeu il est de renforcer effectivement cette relation
puisque nous avons l'entrée France de l'aéroport international de Genève. Donc c'est jouer sur cette carte-là, montrer effectivement que nous sommes en plus d'une résidence, je dirais pas résidence, mais destination pour les frontaliers qui vont travailler nombreux sur Genève. Mais il y a également de nombreux Genevois qui viennent également sur la destination. Nous avons un certain nombre de trails. On est surtout sur cette dynamique-là avec l'Ultra 01, le trail du reculé, des montées verticales. Rendez-vous donc les 4 et 5 mai prochains pour cette 18e édition du Marathon de Genève qui promet déjà beaucoup. Et pour les connaisseurs, sachez que le Suisse d'origine érythréenne Tadesse Abraham, vice-champion d'Europe de la discipline en 2018 et qualifié pour les JO de Paris, sera de la partie. La base nautique de Vers-Torcy se prépare à accueillir les Jeux de Paris 2024. Le coup d'envoi des travaux sur les gradins est donné. C'est la dernière ligne droite avant la cérémonie d'ouverture. Lors d'une journée placée sous le signe du sport, la présidente de la région, Valérie Pécresse, et le président de Paris 2024, Tony Estanguet, ont présenté le site olympique à des milliers de jeunes. Dans les prochaines semaines, de nouvelles infrastructures permettront d'accueillir les épreuves de canoë et d'aviron. Ces constructions se font sur un site protégé dans le respect de l'environnement. Valérie Pécresse était au micro de notre partenaire 20 minutes TV. Je vous propose de l'écouter. Sur cette île de loisirs, on a construit un équipement qui a coûté plus de 100 millions d'euros, 101 millions d'euros exactement, pour avoir un équipement hors norme, un équipement aquatique qui permettra d'avoir toutes les compétitions internationales chez nous, en aviron et en canoë-kayak, en para-aviron et para-canoë-kayak. Nous sommes ici dans un territoire qui est très protégé et ça a été l'une des principales difficultés pour aménager le stade. Ça a été notamment de préserver les roseaux, les roselières qui étaient j'allais dire, la protection des oiseaux sur le site. C'est un équipement que je voulais présenter à Tony Estanguet parce que c'est quand même sa discipline. Voilà, donc je sais qu'il le surveille comme le lait sur le feu. À l'approche des Jeux Olympiques, le judo séduit aussi les plus jeunes. À Firminy, dans la Loire, 1200 élèves étaient invités à découvrir ce sport de combat. Pendant plusieurs jours, le gymnase municipal s'est transformé en un véritable dojo géant, de quoi donner le sourire aux enfants. Un reportage de Thibaut Rivière pour notre partenaire TL7 dans la Loire. Ici, les élèves sont arbitrés par des élèves. Position, assumé. Stop. Et ils sont plutôt doués. Déjà, on a appris à dire hajime, ça veut dire commencer. Et mater, ça veut dire stop. Cette année, ils sont 1200 à fouler le tatami du gymnase municipal de Firminy. La ville a choisi cette année les sports d'opposition pour cette semaine olympique. Et même si les adultes ne sont pas conviés, les professeurs sont tout autant motivés. Mina, travaille tes appuis un petit peu. Le sport, c'est la vie, le mouvement, c'est la vie, donc ça motive. Ça nous permet de rencontrer les autres écoles et puis ça permet aussi de faire du sport. C'est la 8e édition, mais à quelques mois des Jeux, les objectifs sont grands pour cette commune. L'objectif majeur, encore une fois, c'est promouvoir le sport. C'est une problématique de santé publique. L'avantage également de ce type de rencontre, c'est de pouvoir que les écoles puissent partager un temps important. Et que notamment les élèves de CM2, CM1 puissent arbitrer des rencontres. Donc on est au-delà d'un événement sportif, on est aussi sur un événement finalement d'éducation morale et civique. Prochain rendez-vous olympique dans la Loire le 22 juin et le passage de la flamme olympique. Et puis quand la jeunesse transmet son art, depuis plusieurs années, cet institut dans l'Aube collecte des dessins d'enfants du monde entier. L'an dernier, pour célébrer ses 30 ans, il avait organisé des expositions et des ateliers en présence d'artistes locaux. L'événement était un succès, l'opération sera reconduite cette année et de nombreux spectateurs sont attendus. Un reportage de notre partenaire Canal 32. L'Artothèque rassemble depuis 1993 125 000 créations de jeunes de moins de 25 ans. À l'occasion de son 30e anniversaire, elle a coordonné dans 30 communes du département 30 expositions et ateliers avec des artistes au bois. Je suis intervenue donc dans 6 villes, dans 6 communes, à raison de 2 heures dans une classe, soit dans un centre aéré, soit dans une bibliothèque, soit dans différents lieux. Dans ces villes, à chaque fois, il y avait une exposition de l'Artothèque. Cette initiative de l'Institut mondial d'art de la jeunesse a réuni 2439 enfants et intéressé près de 9500 visiteurs. Fort de ce succès, l'événement est reconduit cette année. On voulait
absolument mettre en valeur le thème du sport au travers de la culture, au travers des dessins. Et c'est ce qui va se passer avec l'exposition à l'Hôtel-Dieu, qui se poursuivra aussi en lien avec la Cité du Vitrail. Je crois qu'on peut apporter ça aux enfants, les aider à grandir avec une passion qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais que l'on peut leur faire découvrir et qu'ils peuvent aimer. Ces dessins d'enfants au bois et une partie des collections de l'Artothèque ont été exposés aux archives départementales de l'Aube. Ces créations proviennent de 153 pays. Ces pays ont subi différentes périodes, des évolutions sociologiques, des évolutions politiques qui ont eu des retentissements sur les enfants et donc sur la manière dont ces derniers considèrent le monde et le mettent en image. Et c'est cet objet d'histoire finalement que conserve Image et qu'elle conserve pour la mémoire collective et pour les travaux futurs des historiens, des sociologues, des ethnologues. Ce qui m'avait choqué, c'est que quand on va dans les musées ici et là, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien qui provient d'un travail de jeunes de moins de 20 ans, 25 ans. L'Artothèque a pu numériser ses collections qui intéressent l'UTT et l'École polytechnique de Lausanne. Voilà, merci, c'est la fin de cette édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous, à bientôt.